tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, plus que d'habitude, j'ai besoin de vous pour partager cette émission, car vous le savez, je l'ai déjà dit, depuis plusieurs jours, YouTube semble vouloir nous invisibiliser. Alors il faut que vous partagiez, que vous commentiez d'autant plus, et puis bien sûr que vous cliquiez sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour améliorer son référencement et donc notre succès. Au programme de cette semaine, nous sommes 11 mois après l'entrée des troupes russes en Ukraine. On va donc parler de stratégie, mais aussi de moyens militaires. C'est simple, l'objectif de cette émission est simple, mais ambitieux. Il faut comprendre le présent pour préparer le futur. On va donc décortiquer cette guerre, l'expliquer, parce qu'elle frappe aux portes de l'Europe. Et cela nous permettra peut-être de comprendre celle qui vient et peut-être même de l'éviter. C'est parti. Et à mes côtés pour cette émission, Bernard Wicht. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert en stratégie militaire, enseignant à la faculté de sciences politiques de l'Université de Lausanne. C'est donc en Suisse. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages. Je ne vais pas tous les citer, vous me pardonnerez. J'en ai choisi deux de façon totalement arbitraire. Guerre et hégémonie, l'éclairage de la longue durée. Et puis, le dernier ouvrage, Vers l'autodéfense, le défi des guerres internes, c'était publié chez Jean-Cyril Godefroy. Et je vous invite, chers téléspectateurs, une fois n'est pas coutume, à aller sur le site de l'éditeur. Donc, Jean-Cyril Godefroy, vous trouverez le petit lien dans la description si vous voulez vous procurer cet ouvrage. Alors, pour commencer, Bernard Wicht, si certains commentateurs occidentaux se plaisent à considérer que la guerre en Ukraine a commencé le 24 février dernier, d'autres estiment évidemment que le conflit a commencé bien avant, notamment avec l'Euromaïdan en 2014. Est-ce que c'est une des particularités de ce conflit, cette espèce de latence, de période larvée ? Je ne pense pas. Si on compare la période depuis 91, fin de la guerre froide, implosion du système soviétique, on a des guerres larvées de manière ininterrompue. Regardons l'Irak. L'Irak, on a la première guerre qui démarre en 91. Ensuite, il y a une période d'accalmie, mais avec une zone d'exclusion aérienne. On continue de bombarder, échange lait contre pétrole. Et en 2003, ça repart. Et à l'heure actuelle, on va dire que l'Irak, elle est plutôt en situation de chaos qu'en situation de paix. Afghanistan, la même chose. Ça démarre en 2001 suite aux attentats, ça se poursuit et c'est la débandade américaine en 2021, mais à l'heure actuelle, c'est pas la paix. Donc ça a tendance à être un peu la caractéristique de la guerre en tant que phénomène depuis la fin de la guerre froide. Depuis la chute du mur, finalement. Depuis la chute du mur. Alors, vous évoquez dans vos travaux des termes très particuliers pour qualifier les conflits récents. Vous parlez notamment de guerre conventionnelle, vous parlez de guerre de nouvelle génération, 2.0 parfois, et vous parlez, bien sûr, comme vous n'êtes pas le seul, de guerre par proxy ou par procuration. Est-ce que vous pouvez définir tous ces termes pour qu'on les comprenne et les attribuer aux conflits que l'on connaît, aux conflits contemporains, et puis bien sûr à l'Ukraine ? Voilà. Alors, ce sont des distinctions assez classiques, je dirais, dans le domaine de la doctrine stratégique. On oppose guerre conventionnelle et guerre non conventionnelle. Une guerre conventionnelle, c'est une guerre entre États. Donc, chaque État à visage découvert, au moyen de ses armées régulières, avec des alliés, etc. Une guerre non conventionnelle, on est déjà un peu dans la guerre par procuration. C'est un État qui fait la guerre sur un théâtre d'opération, mais avec des moyens qui ne sont pas les siens. Ça peut être l'utilisation de guérillas qu'il entretient, qu'il pilote, etc. Un exemple de guerre non conventionnelle, c'est par exemple la CIA au Laos. La guerre de la CIA au Laos, le Laos est zone neutre dans ce conflit vietnamien des années 70. Et donc, le Nord-Vietnam intervient
au Laos via un paravent qui est le Pathet Lao, un parti communiste local, mais qui est en fait entretenu par le Nord-Vietnam. Et comme les Américains ne peuvent pas intervenir ouvertement puisque c'est une zone neutre, alors ils interviennent par Laotiens interposés, en particulier les tribus des montagnes, les Hmong, qui seront entretenus par la CIA, armés par la CIA, et qui vont quand même réussir à faire tenir sur pied le Laos, a évité l'invasion communiste pendant plus de 10 ans en bloquant environ 300 000, 400 000 combattants nord-vietnamiens dans cette zone. Donc ça, quand vous nous dites, pardon, je vous interromps, mais quand vous nous dites entretenu par la CIA, c'est au vu et au su de tous ou c'est... C'est secret. C'est secret, et c'est là que, justement, sortira plus tard les affaires comme quoi la CIA a utilisé le trafic de drogue pour financer ces maquis montagnards, les Hmong. C'est une constante, ça, d'ailleurs, voilà. dans l'histoire. Mais c'était un besoin aussi financier, parce que même la toute-puissante CIA n'avait pas le financement suffisant pour entretenir une armée privée, dans ce territoire relativement important, relativement grand, qu'est le Laos. Donc ça, c'est typiquement une guerre non conventionnelle. On fait la guerre, mais on la fait sous couvert de. Alors j'ai reçu un invité il y a quelques temps, d'ailleurs il n'est pas venu depuis longtemps, c'est Richard Labévière, il est spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, et quand il faisait référence à la guerre en Syrie, il parlait de guerre civilo-globale, et je me demandais ce que vous penseriez de ce terme pour l'Ukraine. Je ne mettrai pas le terme civil, parce que ce n'est pas une guerre entre Ukrainiens. C'est une entre guerre... l'Est et l'Ouest. Oui, mais on a quand même clairement un protagoniste extérieur qui est la Russie, qui agit à visage découvert, avec son armée, ses forces régulières, qui évidemment encadre les milices du Donbass, qui a également des unités tchétchènes avec elle. Mais ça, depuis quand? Depuis 2021, 2022 ou depuis avant? Les unités du Donbass? L'engagement de la Russie en Ukraine. Alors, l'engagement de la Russie, on a toujours dit que la Russie avait encadré les milices du Donbass depuis 2014, donc depuis la déclaration d'autonomie de ces deux républiques. Et ceux qui se sont penchés sur la question disent non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de soldats russes dans cette région. Donc à ce moment-là, on est bien d'accord qu'il y avait une partie de l'Ukraine à l'est, oui, qui était en faveur de l'autonomie. Voilà. Et une partie à l'ouest qui était plus pro-européenne. Oui. Les deux parties sont ukrainiennes. Alors dans ce sens-là, on peut le dire, mais moi je pensais à la guerre actuelle, celle qui a démarré le 24 février, et j'aurais de la peine à la qualifier de guerre civile. Je pense que c'est un conflit régional qui est fait par une puissance régionale émergente, la Russie, et sous pavillon et à visage couvert par l'OTAN qui, évidemment, se trouve derrière l'Ukraine. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cet affrontement qui a pris de l'ampleur est lié intrinsèquement à la faiblesse de l'État ukrainien? Vous parlez parfois d'État failli. Oui. Alors l'Ukraine, c'est un État, et l'excellent historien Emmanuel Todd dit c'est une nation qui n'a jamais réussi à devenir un État. Et ça, je pense que ça décrit assez bien l'Ukraine. L'Ukraine, dans son histoire, rappelons qu'elle a eu 7 ans d'indépendance dans l'entre-deux-guerres. Ça n'a pas été très glorieux. Ils ont massacré les minorités polonaises sur leur territoire et les Juifs. Ensuite, l'Ukraine a accueilli la Wehrmacht en libérateur, mais ça n'a pas duré longtemps étant donné la brutalité de l'occupation allemande. Et donc, à partir des contre-offensives soviétiques, elle est vraiment rattachée à l'Union soviétique jusqu'en 1991, date de son accession à l'indépendance. Mais à partir de ce moment-là, elle vit une émigration très très importante. Elle a environ 51 millions d'habitants au moment de son accession à l'indépendance. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Et en 2017 déjà, elle a perdu environ une dizaine de millions d'habitants par l'émigration, aussi bien une émigration vers l'Europe qu'une émigration vers la Russie. Et on compte évidemment les provinces qui ont réclamé l'autonomie à l'intérieur. Tout le monde, oui, tout le monde.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette émigration, elle est aussi bien du côté de l'Europe, aussi bien du côté de la Russie. Or, je cite à nouveau Todd. Todd dit, lorsqu'on a une telle émigration, 10 millions sur 50, c'est un choc. C'est un choc et c'est une déstabilisation énorme dont on ne peut pas calculer les conséquences. Et à l'heure actuelle, cette hémorragie continue. On considère qu'un Ukrainien sur 5 a quitté le pays. C'est les chiffres les plus récents. Évidemment, toujours à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a plus de recensement en Ukraine depuis le début des années 2000. Mais il y a tout porte à croire que, disons, les classes moyennes supérieures ont quitté le pays, que ceux qui ont une formation qui leur permet de travailler ailleurs ont quitté le pays. Et il y a une chose qui est dont on ne parle jamais, c'est que la classe d'âge des jeunes hommes de 18-35 ans, elle a servi de chair à canon. Et là, il y a vraiment une coupe sombre qui n'est plus seulement à considérer en termes de pertes sur le champ de bataille, mais pratiquement une hémorragie démographique de cette classe d'âge. Donc là, ce sont des choses qu'on a très peu étudiées, mais qu'on sait qu'elles sont totalement déstabilisatrices. Pour prendre une comparaison, c'est la situation de l'Allemagne et de la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les deux pays, la classe d'âge des jeunes hommes en âge de combattre a été décimée, et ces jeunes hommes sont morts sans procréer, sans faire d'enfants. Et la situation qui va s'en suivre, que ce soit en France, avec ensuite le Front populaire, etc., en Allemagne plus tard, d'abord avec la République de Weimar, qui était quand même assez chaotique, et puis ensuite, évidemment, avec la montée du nazisme, ce sont des situations qui sont à mettre en lien avec cette hémorragie démographique. Mais on l'a peu étudié, donc on sait peu... Oui, c'est l'épreuve du réel, finalement, pas plus. Pour terminer cette première partie, Bernard Wicht, de définition, est-ce qu'on pourrait revenir sur la question des objectifs? Alors, je sais bien que c'est très difficile, mais peut-on se lancer dans une tentative de définition des objectifs de chaque partie? Alors, bien sûr, l'objectif de l'Ukraine aujourd'hui, on imagine que c'est retrouver la paix et récupérer, c'est ce que dit Zelensky, l'intégralité des territoires, Crimée comprise. Alors, si vous permettez, je commencerai par la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée stratégique russe est héritière de la pensée stratégique soviétique. La pensée stratégique soviétique considère l'adversaire comme un système. Les travaux les plus récents sur la guerre à l'Est, pendant la période 41-45, commencent à mettre à jour cette supériorité de la pensée stratégique soviétique sur la pensée stratégique allemande et la pensée stratégique anglo-saxonne. Bien sûr. Donc, pour les Russes, à l'heure actuelle, et ça c'est une analyse personnelle, parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas publié, je pars de l'idée, et ils ne l'ont pas publié, c'est vrai, mais Vladimir Poutine s'est quand même très clairement exprimé devant un think tank russe en janvier de l'année dernière, dans lequel il intervient régulièrement, au moins une fois par année, et dans lequel il a dit l'hypothèse guerre devient un scénario possible, et le but, c'est la déstabilisation du système occidental qui est articulé autour du dollar, qui est instable et qui est faible. Donc ça tend vraiment à penser que l'objectif principal, l'objectif essentiel n'est pas l'Ukraine. L'objectif essentiel, c'est quand même la déstabilisation du système occidental, de l'OTAN et peut-être aussi des États-Unis. Et là, il faut bien reconnaître que ça commence à porter ses fruits. Augmentation importante du prix des matières premières, inflation. Je donne quelques exemples. Par exemple, l'inflation au Royaume-Uni, qui est quand même un des gros protagonistes qui soutient l'Ukraine. L'inflation est devenue vraiment incroyable, quoi. Les gens n'arrivent plus à acheter les biens de première nécessité, que ce soit le beurre, que ce soit du pain, etc. Ils n'arrivent non plus à se chauffer ou à cuire. Donc les banques alimentaires sont totalement débordées. Et
Petit détail, disons détail vraiment assez dramatique, les gens demandent des nourritures qui n'ont pas besoin d'être cuites parce qu'ils n'ont plus de quoi cuire. Et dans les écoles, les enseignants commencent à avoir des tâches qui, je dirais, ne sont plus tellement liées à l'enseignement proprement dit, mais à contrôler que les enfants ont au moins un repas chaud 2 à 3 fois par semaine, qu'ils ont la possibilité de se laver quelques fois par semaine, mettre de temps en temps des habits propres. Ils donnent des conseils aux élèves pour, à l'attention de leurs parents, comment maintenir un peu de chaleur à l'intérieur d'un appartement, etc. Donc, quand je dis que la déstabilisation est en cours, c'est pas un vain mot. C'est pas un vain mot. L'Allemagne, qui est quand même le moteur économique de l'Europe, pour le moment, est en croissance zéro. Donc, quand on dit la déstabilisation de l'Occident, je dirais, elle est en route. Elle est en route. Et puis, du côté russe, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas mis l'économie à genoux pour le moment. C'est-à-dire que la Russie n'est pas une économie financiarisée, contrairement à l'Occident, qui est totalement financiarisé depuis les années 80, ou la Chine, qui, elle, dispose d'une grande part de la dette américaine. Et donc, vous savez ce qu'on dit, quoi. Si vous devez 100 francs à votre banquier, c'est lui qui vous tient. Mais si vous lui devez 100 millions, c'est vous qui le tenez. Donc la Chine, elle est dans ce deuxième cas de figure. La Russie, pas du tout. Pas du tout. Elle vend des biens, elle vend des produits, que ce soit du gaz, que ce soit du pétrole, que ce soit des céréales. Elle les vend sur des marchés immenses, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Hein, c'est des continents à eux tout seuls. Et son économie, de ce côté-là, n'est que très peu touchée par les sanctions et surtout, elle n'est pas dépendante des fluctuations du dollar. Donc, l'objectif général de déstabilisation, il est crédible, il est plausible. Après, et vous pensez que c'était un objectif qui, en amont de l'entrée des troupes russes en Ukraine ? Oui, clairement. Donc, Vladimir Poutine, quelque part, si je vous suis, cherchait un prétexte. Alors là, ou bien il cherchait un prétexte, mais on a plutôt une autre explication, c'est que l'armée ukrainienne se trouvant concentrée face aux deux républiques autonomes, il y avait le risque d'une grande offensive et d'un possible nettoyage ethnique de ces deux républiques. Donc l'armée régulière ukrainienne, ou ses milices paramilitaires, on y reviendra après, lance une offensive contre les populations et l'armée du Donbass et de Lougansk. Voilà, exactement. Et ce qui plaide en faveur de ce scénario, c'est que les observateurs de l'OSCE avaient constaté que dans les 2 semaines précédant la guerre, il y avait vraiment une recrudescence des tirs d'artillerie, mais très très importante, du côté ukrainien en direction des deux républiques. Donc il y a peut-être eu aussi le besoin de la Russie de réagir assez rapidement pour éviter cette attaque. Contre des populations russophones et souvent pro-russes, dans la majorité. Donc je pense qu'on peut dire que toute la région, y compris Mariupol, est à 70-80% russophile. Non seulement russophone, mais russophile. Alors Bernard Wicht, il y a quelques semaines, il y a 15 jours exactement, je recevais à votre place le général Vincent Desportes. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ses propos. Nous ferons comme ça la transition avec la deuxième partie. L'Ukraine ne doit pas donc ne peut pas perdre. On ne peut pas laisser l'Ukraine perdre. L'autre question que vous me poserez peut-être, c'est jusqu'où... Peut-on laisser la Russie perdre ? Peut-on laisser la Russie perdre ? Et ou je dirais autrement, jusqu'où peut-on laisser l'Ukraine gagner ? Je crois que la vraie question est là. Mais il est clair que si un pays comme la Russie, c'est-à-dire un pays doté, comme l'est la Corée, on le sait, que comme sont l'Inde, comme le sont le Pakistan, comme le seront assez rapidement de nombreux pays, peut gagner une guerre simplement parce qu'elle possède l'arme nucléaire, eh bien ce serait parfaitement déstabilisant et s'entraînerait une prolifération horizontale de l'arme nucléaire. Donc oui, nous avons intérêt, enfin nous ne pouvons pas laisser l'Ukraine perdre. Alors, que pensez-vous de ce point de vue ? On ne peut pas laisser l'Ukraine perdre.
Évidemment, c'est le point de vue de l'OTAN et de la Maison-Blanche. Je dis bien la Maison-Blanche, parce qu'on a constaté que le Pentagone et la CIA n'avaient pas tout à fait la même vision des choses. Et l'armée américaine s'inquiète quelque peu de voir ses arsenaux se vider pour envoyer ce matériel en Ukraine. Alors, je pense que ça, c'est le point le plus caractéristique, parce que on s'en souvient, très peu, 2 semaines, 3 semaines après le début de la guerre, il y a eu les premiers entretiens de paix en Turquie entre les Russes et les Ukrainiens, et les Russes ont tout de suite dit, voilà, on a sur la table des propositions intéressantes. Et on sait maintenant que l'Union européenne et l'OTAN ont dit clairement au président Zelensky, vous retirez tout de suite ces propositions, on va vous équiper et vous allez continuer à faire la guerre. Donc, on se rappelle d'une intervention très musclée de Boris Johnson aussi à un moment. Oui, exactement, oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas laisser l'Ukraine perdre, c'est vraiment le discours otanien. Il s'explique aussi quelque part parce que l'OTAN aurait dû, et là je reviens un peu en arrière, je reviens à la chute du mur, l'OTAN aurait dû, et certains le disaient, l'OTAN aurait dû se dissoudre, parce qu'elle a été créée pour faire face à la menace soviétique et avoir une alliance des pays d'Europe occidentale et des États-Unis pour éventuellement s'opposer à une éventuelle offensive générale du pacte de Varsovie sur l'Europe occidentale. L'effondrement soviétique aurait dû mener à la dissolution de l'OTAN. Or, ça n'a pas été le cas. Et si on analyse les mesures qui ont été prises, elles ont été vraiment prises sous pavillon américain et britannique pour absolument maintenir l'OTAN. Donc, avec maintenant l'agitation de l'épouvantail russe, l'OTAN se garantit quelque part une assurance vie, si vous me permettez, ou une assurance survie, voire une légitimité. D'ailleurs, le ralliement de la Finlande et de la Suède va exactement dans ce sens. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une alliance militaire puissante et efficace. Je pense que son service de communication est extrêmement efficace. Il a appris à inonder les chancelleries et les rédactions d'informations en laissant croire que c'était la réalité du terrain. Mais en termes militaires, l'OTAN, c'est plus grand-chose. Il faut bien se rendre compte. Alors justement, je vous propose de laisser pour un tout petit peu plus tard la question de la guerre de l'information, mais on y reviendra. Et je voudrais qu'on se concentre sur les différentes armes de guerre. On a évoqué tout à l'heure déjà la question de la démographie. J'aimerais qu'on parle des hommes. Dans ce conflit, plusieurs types d'hommes sont mobilisés. Il y a évidemment les armées régulières, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la Russie, mais il y a également des groupes paramilitaires, d'un côté comme de l'autre, et même de l'OTAN d'ailleurs. Il y a également des groupes paramilitaires. Je crois qu'on peut parler de Mozart notamment. Pour les Russes, évidemment, tout le monde en parle, parce que c'est le grand diable, c'est les milices Wagner. Et puis, il y a également les bataillons Azov, les régiments Azov, etc., etc., pour le côté ukrainien. Et puis, il y a évidemment les conscrits de part et d'autre. Est-ce que ça donne quelque chose de particulier, cette teneur à la guerre ? C'est une guerre mixte, finalement. Alors, c'est ce que j'ai appelé une guerre conventionnelle de nouvelle génération. Parce que c'est effectivement 2 États qui se battent, la Russie, l'Ukraine. Bon, l'Ukraine joue le rôle de paravent, de proxy pour les États-Unis et l'OTAN et la Grande-Bretagne. Mais ça reste quand même une guerre entre États. On pensait que ces guerres avaient disparu avec la guerre froide et que désormais on n'aurait que des guerres, on va dire, irrégulières, type la Syrie, type l'Afghanistan, type l'Irak, etc. Et qui tournent toujours autour du terrorisme islamique. Voilà, et avec des mouvements de guérilla, des attentats, etc. Donc, plus de batailles en rase campagne, si vous me passez l'expression. Or, là, on retrouve une guerre conventionnelle entre États, avec, en tout cas, essentiellement des forces régulières. Mais après, dès qu'on gratte un petit peu, et surtout du côté ukrainien, on se rend compte que, je dirais, le côté régulier, il est rapidement à écarter. D'abord, ce qu'on sait de cette armée, c'est que elle était déjà en état de déliquescence à la veille de la guerre. Elle avait eu des pertes, mais colossales. Par exemple, on parle de 6 000 morts, pas tués, morts, dans les périodes précédant la guerre, donc en 2021, 2020. Pourquoi ? Parce que
Rien à faire avec les combats dans le Donbass, rien à faire avec des opérations militaires, mais parce que les conscrits se suicidaient, les conscrits étaient victimes de bizutage tellement violents qu'ils en décédaient, l'alcoolisme, et la mauvaise manipulation des armes et des explosifs. Donc quand vous savez ça, 6 000 hommes, il faut se rendre compte, c'est presque l'effectif d'une division. C'est l'effectif d'une division ou de 2 brigades, minimum. Que vous avez 6 000 morts parce que, pour ces raisons-là, ça ne dit rien de bon de cette armée régulière. Et puis dire ensuite que cette armée se serait transformée entre le 24 février et le 25 février, comme je l'ai dit une fois, c'est dire qu'une équipe de football de 3e ligue a vaincu Manchester United et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe. Donc c'est aussi réaliste que ça. L'armée russe était dans cet état-là dans les années 90, au moment de la Tchétchénie. Et avec exactement les mêmes problèmes d'indiscipline, les soldats vendaient leurs armes pour acheter de l'alcool, les officiers étaient corrompus, etc. Il leur a fallu une décennie pour en refaire un outil discipliné, un outil instruit, sachant manipuler les armes, sachant manœuvrer sur le terrain. Tout ça, ça prend énormément de temps. Alors, il n'y a pas eu une décennie, mais si on écoute, si on lit Angela Merkel dans l'entretien qu'elle a donné récemment après être partie du poste de la chancellerie, elle explique finalement que les accords de Minsk, personne n'y croyait, mais que ça permettait de laisser du temps à l'armée ukrainienne pour se reformer, reprendre des combattants, reprendre des forces quelque part et commencer à accumuler des munitions et des armes. Alors, je pense que ce qu'elle a dit concerne peu l'armée ukrainienne, parce qu'encore une fois, on sait que les conscrits ukrainiens ne répondaient pas aux appels à la mobilisation. Et ça, de l'ordre de 60 à 80%. Donc 60 à 80% des jeunes Ukrainiens appelés sous les drapeaux ne répondaient pas à l'appel. Et c'est pour ça que ces bataillons Azov, on en déduit, parce qu'encore une fois, on n'a pas accès à toutes les sources, mais c'est le plus plausible. C'est pour ça que ces bataillons Azov, qui sont des troupes paramilitaires, qui ne sont pas enrégimentés dans les forces ukrainiennes régulières, c'est pour ça que ces bataillons Azov ont joué un tel rôle, parce qu'ils représentaient la force combattante. Arrêtons-nous une seconde sur ce bataillon Azov ou ce régiment Azov, selon ce qu'on préfère. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Autant pour moi. Oui. Par qui sont-ils payés ? Est-ce qu'ils ce sont des militants, j'allais dire, qui combattent pour l'Ukraine, ou est-ce qu'ils sont payés ? Alors, il faut savoir que depuis 2014, l'État ukrainien, il est en perdition. C'est pour ça qu'on peut parler d'un État failli. 2014, ça a provoqué la rupture de la classe politique ukrainienne qui était partagée. C'était une classe politique, certains étaient europhiles, d'autres étaient russophiles. Bon, voilà, mais ce pays vivait en paix et il avait trouvé un équilibre. 2014 fait exploser ce consensus, fait exploser la classe politique, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a, au fond, ces groupes qui se mettent en place et qui fonctionnent sur le principe mafieux, le principe du gang, c'est-à-dire le financement par des moyens extérieurs. Donc ça peut être par le racket sur des populations locales. D'ailleurs, les Azov vont ensuite se servir de la population locale comme bouclier au moment du déclenchement de la guerre avec la Russie, par des moyens irréguliers. Et ça, je dirais, c'est assez classique. C'est ce qu'on retrouve depuis les années 80 dans tous les groupes irréguliers, que ce soit l'OLP au Proche-Orient, que ce soit l'IRA en Irlande du Nord, que ce soit les FARC en Colombie. Tous ces mouvements réussissent à se financer via l'économie grise, via la vente de drogue, via le racket, etc. C'est ce qui garantit leur stabilité. Et donc, il y a pour l'Ukraine une hypothèse très vraisemblable. On a parlé des fameux obusiers César que la France leur envoie à l'Ukraine, et que 2, on a annoncé très vite, après le premier envoi, que 2 auraient été capturés par les Russes. La France a démenti, et il ressort des analyses... D'ailleurs, souvent, quand on en parle, y compris le général Desportes, on dit 18 ou 20. Voilà, donc c'est rien du tout. C'est rien du tout, parce que vous vous rendez compte, l'Ukraine, c'est 1,5 fois la France. Vous vous rendez compte, 18, même si c'est 18, c'est l'effectif d'une brigade, c'est-à-dire de 3000 hommes.
Donc sur ce territoire, il faut voir qu'en 1944, au moment où on s'est battu, il y avait des millions d'hommes autant du côté soviétique que du côté allemand. Et là, avec des centaines et des milliers de pièces d'artillerie, et là, 18. Hein, c'est un peu léger, quoi. 18, c'est l'effectif d'une petite brigade. Et dont 2 suspendus, entre parenthèses, on ne sait pas exactement s'ils ont été envoyés, pris... Voilà. Alors, une hypothèse... Ce qu'on a entendu aussi comme explication, c'est que le groupe paramilitaire ukrainien auquel ils auraient été remis, les aurait revendus aux Russes. C'est plausible. Quand on dit ça, on dit non, mais c'est pas possible, etc. Mais c'est plausible parce que le but de ce groupe paramilitaire, c'est d'entretenir ses combattants. Il reçoit pas de finances de la part d'un ministère de la Défense à Kiev. Il entretient lui-même ses combattants. Donc s'il peut en vendre 2 qu'il aurait vendus, semble-t-il, pour demi-million de dollars pièce, voire $1 million pièce, ça lui permet de financer son groupe pendant encore une année ou 2. Donc c'est plausible. Et dans ce genre de conflit, on parlait tout à l'heure de ce côté, ces guerres qui n'en finissent pas, ces guerres larvées, c'est assez classique. Une fois que les Russes une fois que les Soviétiques ont quitté l'Afghanistan, le grand souci, c'était que les combattants, les Moudjahidines à l'époque, aillent vendre les Stinger à gauche à droite. Donc ça, c'est toujours le cas. Hein. Dans les guerres du Proche-Orient, dès que ça s'est un peu arrêté, on a vendu, par exemple, les différentes milices libanaises ont vendu leurs armes ensuite en Yougoslavie. Certains analystes disent d'ailleurs que des armes qui ont été envoyées aujourd'hui sur le terrain ukrainien sont déjà retrouvées en Afrique. Voilà, sont déjà sur les marchés parallèles. Parce que là, on arrive sur un autre problème. C'est qu'on envoie des armes. Bon. Alors, envoyer des fusils, des armes d'infanterie, des lance-roquettes anti-chars, dis pas les missiles, les lance-roquettes anti-chars, oui. Parce que c'est quand même relativement simple à utiliser, le temps de formation peut être assez court, etc. Envoyer des armes comme des chars ou de l'artillerie, c'est tout autre chose. Parce que d'abord, les Ukrainiens qui sauraient s'en servir, ils savent se servir de matériel anciennement soviétique. Prenons l'exemple des Césars. Un César, il fonctionne, donc un obusier César français de 15,5 cm, 155 mm de calibre. Il fonctionne avec des obus au standard OTAN, avec des charges de poudre au standard OTAN et avec des tables de tir au standard OTAN. Les Ukrainiens, eux, ils sont formés au standard soviétique. Donc c'est totalement différent. Donc il faut reformer les gens là-dessus. Hein. Et ça prend du temps. Là, je vous prends un exemple de mon pays, évidemment, ça peut faire sourire, puisque l'armée suisse n'a pas fait la guerre depuis 200 ans. Dieu merci. C'est pas un défaut. Hein. C'est pas un défaut. Mais quand on forme nos artilleurs avec des jeunes soldats, pour arriver à ce qu'ils sachent manipuler les pièces, qu'ils sachent les utiliser, et encore dans des situations idéales, c'est-à-dire on ne leur tire pas dessus, c'est pas la guerre, ils logent en caserne avec 3 repas chauds par jour, et 2 soirs par semaine, ils peuvent aller boire un verre au bistrot du coin. Il faut 2 mois. Il faut 2 mois. Là, on a vu qu'il y avait des soldats ukrainiens qui étaient partis aux États-Unis pour être formés justement à l'utilisation des missiles Patriot. Voilà. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. Parce que encore une fois, dès que vous avez un tel niveau de complexité, il ne s'agit pas simplement d'appuyer sur le bouton et de faire partir le missile. Hein, il y a tout un complexe. Il faut avoir un système de surveillance aérienne. Alors bon, là, je pense que l'OTAN fait le nécessaire, mais après, il faut savoir transposer les données. Le missile, si vous ne lui donnez pas les coordonnées de tir, il va partir comme le missile ukrainien, il va partir en Pologne, quoi. Donc, on va y revenir aussi. Si on et puis, il y a la logistique. Un élément important, la logistique. L'obusier César et ses équivalents allemands, américains, il ne peut pas se servir de la munition soviétique. Ce n'est pas le même calibre, ce n'est pas du tout la même chose, donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut une chaîne logistique. Ça veut dire qu'il faut arriver à envoyer des milliers d'obus et de charges pour que ces armes puissent être opérationnelles sur le front. À l'heure actuelle, ce qu'on leur envoie en termes d'artillerie, c'est de l'homéopathie.
Alors justement, on voit qu'il y a dans les médias une grande part qui est réservée à ces envois d'armes. Zelensky, une fois sur deux, pour ne pas dire 8 fois sur 10, quand il prend la parole en s'adressant aux Occidentaux, que ce soit aux Golden Globes ou à Davos, concrètement, maintenant, il ne fait plus que demander davantage d'armes. On a l'impression que c'est une véritable course à l'échalote. Est-ce que ça change quelque chose ? Alors, de mon point de vue, non. De mon point de vue, je pense que c'est une surenchère. C'est une surenchère du président Zelensky qui a C'est ce que pense Vladimir Poutine, d'ailleurs. Voilà. Qui a compris qu'on le manipulait, que son peuple était utilisé comme chair à canon et qui fait monter les enchères. En espérant avoir une implication directe de l'OTAN et pas seulement sous pavillon. Parce que... Avec des troupes au sol. Avec des troupes au sol, avec de l'aviation, etc. Mais il faut se rendre compte, vous envoyez des chars, c'est encore plus complexe qu'une pièce d'artillerie. Même si vous avez des équipages de chars ukrainiens, un char, par exemple, à l'heure actuelle, on parle sans cesse des Léopard 2 de l'Allemagne. Là aussi, il faut apprendre à s'en servir. Il y a de l'électronique. Hein. Un équipage de chars, c'est 4 hommes. Il faut qu'ils travaillent de conserve, il faut savoir le piloter. Ce char, en ce moment, il y a des doses de neige qui font que tant que la neige ne sera pas durcie par un fourrage de moins 30, moins 40, il n'y a pas un véhicule qui bouge. Il n'y a pas un véhicule qui bouge, parce qu'il s'enfonce, qu'il soit à pneus, à chenilles, il s'enfonce dans la neige, c'est fini. Après, il y a aussi, après, il faut savoir entretenir ce véhicule. Et alors, pour le char, en plus de la munition, de certaines pièces détachées, vous avez tout le problème du carburant. Un réservoir de char, c'est plusieurs centaines de litres de diesel. C'est plusieurs centaines de litres. Et une fois que le réservoir est plein, en fonction du terrain, de la vitesse, etc., il a une autonomie de 3 à 500 km. Ça veut dire qu'à minimum pas très 2 fois... écolo, hein. C'est pas très écolo, d'accord. La guerre non plus. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais ça veut dire que minimum 2 fois par semaine, vous devez faire le plein. Et vous voyez que le plein, c'est pas simplement un petit jerrycan de 20 litres comme vous faites avec votre voiture quand vous tombez en panne au bord de la route. Donc, tout ça vient d'où ? On sait, par exemple, que les Russes ont détruit les infrastructures militaires. Donc, il n'y a plus de dépôt de carburant. Tout ça est parti en fumée. Et même, à l'heure actuelle, le chef du Chasseur, donc le commandement OTAN pour l'Europe, un général américain a dit, mais vous savez, les chars, c'est pas c'est pas un game changer. Voilà, et puis c'est pas la pierre philosophale, ça va pas amener le changement. Pour autant encore qu'on sache s'en servir de ces chars. La France va donner des AMX-10 RC, qui sont de très bons véhicules, mais c'est le même problème. Enfin, ils datent quand même de 40 ans. Oui, mais ils ont été remis à jour, ils ont une bonne conduite de tir, etc. Mais le problème est le même. Il faut former les équipages, il faut les ravitailler, même s'ils consomment un peu moins qu'un Léopard 2. C'est pas... je pense que ces véhicules sont parqués quelque part, mais je doute qu'on puisse vraiment les utiliser. Et ce qui me fait penser de plus en plus à cette situation, c'est-à-dire des chars qui sont parqués à un endroit mais que personne n'utilise, c'est que on voit sans cesse des reportages sur la transformation des pick-up du côté ukrainien. Ah oui. Le pick-up, ça a un grand avantage. Hein. Tout le monde sait plus ou moins piloter un 4x4. Hein. Si vous avez piloté un tracteur, si vous avez piloté votre voiture qui est un 4x4, on s'en sort. Et visser des plaques pour que ça fasse un peu protection, toutes les armées qui font du bricolage font ça. Donc cette situation me fait penser que s'il y avait vraiment des chars opérationnels, on les verrait et qu'on ne commencerait pas à bricoler des pick-up. Alors, il y a un autre aspect à ces envois d'armes, utiles ou non d'ailleurs, c'est que l'Occident, je pense à la France, tout particulièrement à l'Allemagne, ont des armées qui ne sont pas forcément extensibles à l'infini. En termes de munitions, on sait qu'en France, en gros, quand on est optimiste, on considère que si on avait une guerre de haute intensité, on pourrait la mener 15 jours. En étant très, très optimiste. Bon, l'Allemagne, c'est pas plus reluisant, parce c'est encore pire. Pour sa culture, évidemment, elle a toujours eu un problème avec les questions de défense, depuis la Seconde Guerre mondiale.
Bon, alors ce qu'on leur envoie, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup parce qu'on n'a plus grand-chose. Ah ben exactement. Donc l'Europe, enfin les pays d'Europe, la France, mais l'Allemagne à plus forte raison, vident leurs arsenaux. Vident leurs modestes, leurs maigres arsenaux pour envoyer tout ça en Ukraine. Et ce qui me fait dire que, à l'heure actuelle, l'Europe est désarmée. L'Europe est désarmée. Il y a encore peut-être la Pologne qui a quelque chose de solide. La Bundeswehr, on sait que c'est plus rien du tout. Hein. Pour donner un exemple qui n'est pas lié à la guerre en Ukraine, il y a quelques années, tous les pays membres de l'OTAN ont des périodes où ils doivent remplir des fonctions d'alerte. Donc mettre à disposition un contingent qui soit mobilisable immédiatement en cas de crise. Et donc, comme toujours dans l'OTAN, tout est bien planifié. Donc, ça doit être un certain nombre d'hommes, un certain nombre de véhicules, un certain nombre de chars, d'hélicoptères et d'avions. Quand le tour de l'Allemagne est venu, il y a quelques années, elle a dû sauter son tour. Parce qu'elle avait pas ses moyens à mettre à disposition. Donc ça en ni dit humain, long. ni matériel. Ni humain, ni matériel. Vous faites un lien d'ailleurs avec le manque de moyens de l'armée, le manque de moyens matériels, avec la désindustrialisation des pays européens. Oui. Parce que, l'Allemagne peut encore reconstruire ses chars, mais par exemple, le responsable de Krauss-Maffei, qui produit les Léopard 2, a dit que il faudrait une année pour que ceux qui sont dans les dépôts, qui n'ont pas été entretenus, etc., soient de nouveau aptes, soient de nouveau opérationnels. Mais en revanche, si on regarde dans les autres armées, on fait de l'achat sur étagère. Alors la France construit encore des avions, hein, mais pour le reste, on achète sur étagère. Y compris les armes légères qui sont achetées à l'étranger. On ne fabrique plus de munitions en Europe. Donc on achète ça un peu partout au meilleur prix, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien dans les dépôts. Donc oui, quand on dit l'Europe est désarmée, elle est vraiment désarmée. Et puis il y a aussi le facteur moral. Récemment, on a vu que 900 soldats allemands refusaient d'être déployés dans les pays baltes. C'est des professionnels. Ils refusent d'être déployés. Il y a une crise morale. Il y a une crise morale. Il y a une chose qui n'est pas vérifiée. Mais on a entendu des informations, mais je dis ils ne sont pas vérifiés. Donc à contrôler que la Pologne, qui a aussi déclaré la mobilisation, eh bien cette déclaration de mobilisation aurait provoqué la même réaction qu'en Russie, avec des jeunes Polonais cherchant à quitter le pays. En Pologne. Voilà. J'aimerais qu'on passe très rapidement, parce qu'on l'a déjà évoqué, la question des finances. Alors, vous l'avez beaucoup évoqué concernant les trafics en tout genre, finalement, la criminalité qui sert à réinjecter de l'argent dans la guerre. C'est pas très nouveau. Mais pour les États, même si par d'autres biais, ça peut être compatible avec les trafics en tout genre, on a le sentiment aussi que la planche à billets fonctionne à plein régime. Ah, alors là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que depuis 2020, les États-Unis ont produit plus de dollars, papier, monnaie, etc., que depuis toute la période 2009-2019. 2009-2019, rappelons, ils sont encore un peu engagés en Irak, engagés en Afghanistan. Ils sont aussi engagés dans une moindre mesure en Syrie, etc. Et malgré ça, dans la période 2020-2022, on n'a pas encore les chiffres de 2022, mais pour la période 2020-2021, vous avez un pic tout d'un coup. Mais quand je dis énorme, c'est énorme. C'est par exemple la production de dollars dans la période 2009-2019, elle était de 500 milliards, quelque chose comme ça. Et donc on est sur 10 ans. Sur 10 ans, on a produit 500 milliards de dollars de plus. La Fed, c'est sur le site de la Fed. Hein. Période 2020-2022, on est à des chiffres de 3 000, 4 000 milliards de production de monnaie. Donc, oui, on finance la guerre avec la planche à billets. Une partie a déjà été en Ukraine, de 150 milliards sont promis, etc. Donc,
Et là, c'est là aussi qu'on en revient à ce qu'on disait tout au début sur la déstabilisation du monde occidental, c'est que le dollar ne vaut plus que le papier et l'encre qu'on utilise pour l'imprimer. Il n'y a plus de couverture or. Et un économiste a dit, il n'y a rien de plus similaire que l'économie monétaire et la religion. Cette affaire de croyance. Et c'est vrai, à l'heure actuelle, le dollar fonctionne parce que tout le monde s'en sert. Et que c'est je dirais, l'huile qui fait fonctionner le commerce mondial, qui fait fonctionner la bourse, etc. Mais sa valeur vaut plus que le papier. Mais tant que dans tout le monde croit ça tient. dans, je dirais, dans la permanence du dollar, ça va. D'ailleurs, certains économistes vont jusqu'à dire le système monde est gouverné à l'heure actuelle, non plus, parce que le système monde, généralement, il est gouverné par une puissance hégémonique. La dernière en date, c'était les États-Unis. Et à l'heure actuelle, les économistes qui s'occupent de ces questions-là, ils disent à l'heure actuelle, le système monde est gouverné par le dollar. Mais le dollar n'est plus gouverné par un État. Alors j'aimerais qu'on termine cette deuxième partie sur la question des armes de guerre avec la guerre de l'information. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. On voit très bien que c'est une véritable guerre qui est menée aussi bien par les déclarations de dirigeants politiques ou de dirigeants d'État, comme c'est le cas de Volodymyr Zelensky. J'aimerais qu'on revienne sur la question du missile tombé en Pologne. On se rappelle, un missile tombe sur le territoire polonais. Les médias français s'emballent en suspectant qu'il s'agit d'un missile russe. Et on sait que la Pologne n'est pas particulièrement russophile, que c'est un pays de l'OTAN. Et on s'attend à un embrasement jusqu'à ce que Joe Biden prenne la parole pour expliquer que non, le missile n'est pas russe. Je vous propose qu'on réécoute quelques instants Volodymyr Zelensky, puis Andrzej Duda, le président polonais. Je n'ai aucun doute que ce n'était pas notre missile et que ce n'était pas notre frappe de missile. Il y a une forte probabilité qu'il s'agisse d'un missile simplement utilisé par la défense antimissile ukrainienne. C'est probablement un accident malheureux, hélas. Alors avec cet épisode, on a pu craindre un embrasement, mais il n'est pas venu et il a été éteint très rapidement par les États-Unis qui ont dit plutôt va-t-en guerre. Alors, c'est très intéressant. C'est ce qui me fait dire que du côté du président Zelensky, il y a une volonté de surenchère. Il a, selon mon analyse, il est parfaitement conscient que son pays est exsangue, que la Pologne ne se relèvera pas de sitôt, l'Ukraine, pardon, se relèvera pas de sitôt de cette saignée gigantesque, et que donc il essaye d'impliquer ses mentors. Ça, après, on peut le discuter, mais en tout cas, il y avait une volonté claire d'impliquer l'OTAN, et c'est pas la première fois. La CIA a dû aussi, rétablir un peu la réalité des faits lorsque plusieurs conseillers du président Biden disaient la Russie, on le sait, est en train de préparer une frappe nucléaire. Absolument. Et la CIA, alors faut s'imaginer quand même, la CIA, elle n'est pas russophile non plus, a dit, selon toutes nos observations et nos analyses, il n'y a aucune préparation d'une frappe nucléaire de la part de la Russie. Donc là aussi, une volonté de calmer le jeu. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, on a vécu la même chose. Au moment où Liz Truss faisait sa campagne pour être nommée Premier ministre, après la démission de Boris Johnson, elle avait une déclaration disant « Oui, l'arme nucléaire, c'est quelque chose d'horrible, une guerre nucléaire, ce serait un chaos total, mais ça se justifie face à la Russie parce que Vladimir Poutine est un fou, etc. » Et le commandant en chef de l'armée britannique avait répondu assez sèchement Vladimir Poutine n'est certainement pas un fou, c'est un stratège froid et calculateur et il restera notre ennemi encore pendant de nombreuses années. Donc, contrairement à Liz Truss qui n'est pas resté Premier ministre voilà, longtemps. Voilà.
Mais donc, on voit bien que du côté de l'OTAN, heureusement, il y a encore quelques personnes qui gardent la tête froide et qui veulent à tout prix éviter un embrasement complet. En tous les cas, ils sont sur une ligne de crête, mais ils ne franchissent pas la ligne rouge. Voilà. Mais bon, ils jouent aussi aux apprentis sorciers. Et donc, après, pour revenir à votre première question sur l'information. Alors, d'abord, si vous me permettez, j'aimerais quand même faire peut-être une critique envers pas les journalistes comme vous qui s'efforcent de faire leur travail, d'essayer de comprendre la réalité, mais je dirais les médias mainstream vraiment prennent les informations sans aucun recul, sans aucune critique des sources. Je vois dans les journaux, on cite abondamment des experts américains, ou alors des experts français, mais très proches de l'Élysée. Et donc, il est bien clair, un général américain qui travaille dans un think tank proche de la Maison-Blanche, il ne va pas dire que les Russes sont en train de l'emporter. Hein, ça, c'est clair. Le chef d'état-major des forces américaines récemment a dit que l'Ukraine ne pourrait certainement pas gagner la guerre. Mais ensuite, Biden l'a recadré. Mais quand même. L'entourage de Biden a dit à Biden de le recadrer. Voilà, certainement, c'est ça. Mais il y a encore une fois, pour reprendre la métaphore sportive, vous avez des journalistes sportifs. Vous n'allez jamais leur faire croire que le club de 3e ligne de Bourg-la-Pentais va battre Manchester United. Ils ne vont même pas vous écouter. En revanche, au niveau international, vous avez des journalistes qui croient que du 24 au 25 décembre, une armée qui était en état de déliquescence est tout d'un coup devenue une armée de glorieux résistants qui fait encaisser des pertes, etc. Il y a un manque de culture stratégique qui est grave. Vous avez un excellent compatriote qui, je ne dirai pas son nom, mais qui officie sur la chaîne LCI, qui visiblement n'a pas suivi vos cours à Lausanne. Je vois de qui vous parlez. Et donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que depuis la fin de la guerre froide, on voit que toutes les guerres qui ont été lancées par l'OTAN et par les États-Unis se sont basées sur une grande campagne de désinformation. Et au fur et à mesure que ces guerres ont évolué, la campagne est devenue plus importante. Je commence avec la première guerre en Irak en 91. L'affaire des couveuses de l'hôpital de Kuwait City, où soi-disant les soldats irakiens avaient débranché les couveuses, que les bébés étaient morts, etc. Donc on les fait passer pour des barbares. Et heureusement, une chaîne de télévision danoise, après la guerre, est allée enquêter. Donc l'hôpital de Kuwait City n'a pas de maternité. La jeune fille en pleurs qui déclarait ça devant l'ONU et qui avait soi-disant vu la chose, qui était au Koweït, c'était la fille de l'ambassadeur koweïtien qui était depuis de nombreuses années aux États-Unis, qui avait plus remis les pieds dans son pays depuis un certain nombre d'années, etc. Bombardement de l'OTAN sur la Serbie. On est en 99. Milosevic est présenté comme le Hitler des Balkans et en train de faire un nettoyage ethnique au Kosovo. Milosevic s'est rendu au TPI, donc il a été mis en prison, il est mort en prison, mais on l'a quand même jugé, par contumace. Et le TPI l'a acquitté. Il n'y a jamais eu de nettoyage ethnique au Kosovo. Après, on arrive en Irak, les fameuses armes de destruction massive, et Colin Powell qui tient sa petite fiole, on les cherche toujours, les armes de destruction massive. Et donc maintenant, à chaque fois, je dirais, la désinformation a pris plus d'ampleur. Et maintenant, si un jour on doit faire l'histoire de cette guerre, c'est d'abord la première chose à dire. C'est la plus grande manœuvre de désinformation depuis l'histoire de la guerre moderne. Vous dites qu'il n'y a pas eu de nettoyage ethnique au Kosovo, du moins de celui dont on parlait, parce qu'aujourd'hui les Serbes souffrent beaucoup encore au Kosovo. Oui, ça c'est clair. On a le sentiment... C'est pas celui-là bien qui a déclenché... Bien sûr, j'entends bien, mais je voulais que nos téléspectateurs ne comprennent pas de travers ce qu'on voulait dire. Oui. Cette semaine, on a assisté également à un crash d'hélicoptère, un Puma d'ailleurs, un Puma français, qui s'est effondré à Brovary, non loin de Kiev. À son bord, parmi les personnes qui sont décédées,
3 têtes du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, son adjoint et son secrétaire d'État qui sont morts dans le crash de cet avion. Des enfants sont aussi morts puisque le crash s'est produit juste à côté d'un jardin d'enfants. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une enquête serait menée et qu'on ferait la lumière sur cette affaire. Il a également déclaré que les auteurs de ce crime de guerre seraient traduits en justice. On imagine donc qu'il considère que c'est l'ennemi et donc la Russie. Pour autant, on a le sentiment que cette enquête, elle apportera pas grand-chose. C'est un peu l'enquête de la IOA pour la centrale de Zaporijjia, l'enquête pour Nord Stream, l'enquête pour le pont de Kerch. Concrètement, les enquêtes occidentales, elles ont surtout un but, ne pas aboutir. Voilà. Ou aboutir dans le sens voulu. Alors, bon, là, il y a deux hypothèses, je dirais. Bon, un hélicoptère, il faut... Alors, vraiment, je prends l'aspect technique. L'hélicoptère, c'est une machine fantastique, parce que ça peut se poser partout, ça peut décoller partout. Mais c'est un appareil délicat qui demande de l'entretien. D'ailleurs, en Afrique, où ils n'ont pas les infrastructures, ils préfèrent de loin utiliser des avions, des petits avions à hélice, type Cessna, etc., qui n'ont pas besoin de grandes pistes pour se poser, parce que, comme on dit, ça peut s'entretenir avec la burette d'huile et le tournevis. L'hélicoptère, c'est pas le cas. L'hélicoptère, c'est pas le cas. Il faut les infrastructures, il faut l'entretenir, etc. Donc, ça peut très bien être un manque d'entretien qui s'explique compte tenu de la situation. Bien sûr. Manque de pièces de pièces de rechange. Enfin, normalement, quand on transporte parmi les 10 personnalités les plus importantes de l'État, on met un petit coup d'huile dans le rotor. Alors, justement, le problème de l'hélicoptère, c'est que c'est pas ça. Il faut quand même, comme je dis, le petit Cessna à hélice, vous pouvez, d'ailleurs, c'est l'image qu'on voit, le gars avec sa casquette à l'envers, le chiffon dans la poche de la combinaison, et puis qui sert. Ça, vous pouvez le faire sur un petit avion. Sur un hélicoptère, vous pouvez pas. Non, mais on choisit quand même l'hélicoptère qui est le plus fonctionnel, j'imagine. En théorie. Pour vous donner un exemple, c'est quand même lorsque, dans les années 80, les États-Unis, avec leurs forces spéciales, essayent de libérer les otages de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, ils ont quand même 2 hélicoptères qui tombent en panne, dont l'un qui se crache sur un avion de transport. Donc ça prouve que, parce qu'on peut quand même, eux, considérer qu'ils avaient quand même le personnel et le matériel pour entretenir ces appareils qui étaient les leurs. Ils n'ont pas été les emprunter quelque part. Donc ça reste une possibilité. L'autre possibilité, ma foi, que je verrais, c'est que, ma foi, on a éliminé des personnes qui peut-être ne partageaient pas la ligne. Donc un conflit interne. Un conflit interne, oui. Parce que, quand même, n'oublions pas que, à fin mai, un haut responsable ukrainien interrogé par vos collègues de France 24, qui n'est pas supposé être russophile, admettait clairement, explicitement, qu'ils encaissaient 600 tués et blessés par jour. Il faut se rendre compte, c'est l'effectif d'un bataillon. Vous perdez un bataillon par jour et qu'ils étaient surclassés par l'artillerie russe à 10 contre 1. Et quelque temps après, il y a une fameuse purge. 650 responsables locaux sont démis de leurs fonctions, etc. Il y a aussi une responsable de communication qui est une qui est licenciée dans l'entourage de Zelensky. Donc, voilà. On se rappelle d'ailleurs au tout début, juste après l'entrée des troupes russes, il y a des premières discussions de négociations de paix et il y a parmi l'entourage de Zelensky une personnalité qui va négocier et qui revient, on le considère comme trop pro-russe et il est éliminé. Oui. Alors Bernard Wicht, j'aimerais conclure cette émission à présent. Pour vous, quels sont les scénarios possibles pour la suite de ce conflit ? Est-ce que cette guerre, on l'a compris, va durer ? Est-ce qu'elle peut dégénérer en conflit mondial ouvert, j'allais dire. Est-ce que ces schémas peuvent se répéter ailleurs ? Comment voyez-vous les choses ? C'est assez difficile. Bon, je pense que si j'étais un chef d'état-major de l'OTAN, je serais obligé de considérer qu'il y a une possibilité d'élargissement du conflit, notamment une intervention russe dans un pays balte, par exemple. Je ne pourrais pas l'écarter. Je ne pense pas que les Russes vont le faire, mais je ne pourrais pas me permettre de l'écarter, donc je devrais planifier cette hypothèse.
Ensuite, une offensive, comme on le pensait pendant la guerre froide jusque sur le Rhin. Alors, il faut bien dire que théoriquement, elle est pratiquement, pas théoriquement, pratiquement, elle est parfaitement possible, puisqu'il n'y a plus rien. Hein. À part la Pologne, il n'y a plus rien entre l'Ukraine et le Rhin. Hein. Les Allemands pourront juste faire la police de la route. Mais à quoi ça amènerait pour les Russes? Ils n'ont pas les moyens, ils auraient bien les moyens de percer jusque sur le Rhin. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas occuper l'Allemagne, ils ne peuvent pas y rester, donc ils doivent se replier. Bon, donc, peu possible. Je dirais un dérapage, c'est pas à exclure, notamment avec Kaliningrad. Hein. On a vu que les Lituaniens faisaient des problèmes aux frontières, les Polonais sans doute aussi. Ça pourrait être un risque de dérapage. Donc là, de ce côté-là, je dirais, les choses sont ouvertes, d'autant plus que c'est ça le problème de la guerre, il y a le brouillard de la guerre. Hein. Personne ne voulait déclencher la Première Guerre mondiale. Chacun pensait qu'il allait mettre la pâtée à l'autre en quelques mois puis que ce serait fini. Bien sûr. Et ça a duré 4 ans et ça a été une boucherie innommable. Voilà. Mais l'histoire ne se répète pas et c'est une erreur de penser la guerre de demain dans les termes de la précédente. Donc je ne pense pas. En revanche, alors, la sortie de guerre semble assez difficile. En tout cas pour l'Occident, parce qu'ils se rendent bien compte que la Russie a atteint ses objectifs, parce qu'elle ne veut pas aller plus loin en Ukraine. Pourquoi elle se mettrait sur les bras un territoire ukrainien immense et hostile et qui désormais est ravagé. Donc elle se mettrait que des problèmes sur le bras. Donc elle a ce qu'elle veut. Elle a les 2 républiques, elle a la région de Mariupol, elle a le bassin industriel avec... tous ces territoires sont aujourd'hui pas complètement contrôlés par la Russie, loin s'en faut. Hein. Mariupol, la zone Mariupol, oui, mais il y a quand même toute une partie qui est encore en guerre, notamment avec la bataille de Bakhmout qui est toujours en cours et qui n'est pas terminée. Oui, mais je pense pas que ce sont les zones que la Russie veut contrôler. D'accord. Je lis plutôt ça comme une volonté d'épuiser l'adversaire. Les Russes se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas terminer la guerre rapidement, donc comme ils ont une pensée stratégique beaucoup plus flexible que la nôtre, malgré tout ce qu'on croit. Et que leur objectif était notamment la démilitarisation de l'Ukraine. Hein. Voilà, donc autant épuiser le potentiel de l'adversaire. Et ce que je dis n'est pas sans expérience dans l'histoire. Si on regarde la guerre civile espagnole, 1936-1939, on a toujours considéré que Franco était un grand homme politique, enfin un brillant politicien, mais un très mauvais stratège. Et qu'en fait, il avait prolongé la guerre inutilement parce qu'il avait toujours pris les mauvaises décisions. Et maintenant que les archives commencent à être travaillées, etc., mises à jour, on se rend compte que pas du tout. Il l'a fait sciemment. Il l'a fait sciemment et il s'en est ouvert dans les réunions d'état-major en disant « ça ne sert à rien de contrôler militairement un pays s'il est infesté de gens qui vous sont hostiles ». Donc il a volontairement épuisé le potentiel démographique des républicains. Et j'ai vraiment l'impression que les Russes font la même chose à l'heure actuelle. D'où Bakhmout, parce qu'ils avancent, ils se retirent, ils avancent, ils se retirent. Donc à chaque fois, les autres se précipitent en criant victoire. Et qu'est-ce qu'ils tombent? Ils tombent dans un piège de feu avec l'artillerie russe qui se déchaîne. D'ailleurs, quand ils ont évacué Kherson, c'était assez intéressant de voir qu'avant de crier « on a libéré Kherson », les Ukrainiens, de leur côté, se sont avancés très, très prudemment parce qu'ils avaient peur d'un piège. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà eu de mauvaises expériences précédemment. Alors, la sortie de guerre difficile, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'à l'heure actuelle, et ça, mais là je m'avance beaucoup, hein, je suis dans l'hypothèse, à l'heure actuelle, l'obstacle, c'est le président Zelensky. L'obstacle à toute sortie de guerre, c'est le président Zelensky. Et donc comment vont-ils le sortir? Est-ce qu'il aura lui aussi un accident d'hélicoptère? Sachant bien sûr que si c'était les Russes qui décidaient d'éliminer le président Zelensky, il y a peu de chances que ça soit très efficace pour faire la paix. Voilà, tout à fait. Pour terminer cette émission, Bernard Wicht, je vous propose de rappeler le titre de votre dernier ouvrage, Vers l'autodéfense, le défi des guerres internes, chez Jean-Cyril Godefroy. Donc, on a vu beaucoup de pays finalement qui étaient vidés de leur substance d'État-nation, plus d'armée, un État failli
concernant l'Ukraine. Pourquoi avoir voulu interroger cette question de l'autodéfense ? Parce que c'est ce qui nous restera ? Voilà, je pense. Parce que, et ça, je pense aussi, ça c'est une des dernières conséquences de la guerre à l'heure actuelle en Ukraine, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin d'imaginer qu'il y ait un dérapage du côté de Kaliningrad, qu'il y ait une opération russe sur les pays baltes ou un élargissement de la guerre. Parce que la violence armée, elle est déjà largement présente en Europe occidentale. Ce qu'on voit à l'heure actuelle avec la Belgique et les Pays-Bas, qui sont en train d'être qualifiés de narco-État, parce que les mafias qui contrôlent la drogue commencent à menacer le gouvernement lui-même. Il y a eu un ministre qui a évité un enlèvement. Aux Pays-Bas, la jeune princesse a dû être mise sous protection. Et là, on peut regarder du côté de ce qui se passe au Mexique, avec la guerre entre les narcos et l'armée, entre les narcos et la police, etc. Et n'oublions pas que cette guerre au Mexique, elle a fait au moins autant de morts que celle en Syrie, mais on n'en parle jamais. Donc ça c'est, et avec des États qui ont, je dirais, perdu leur assise populaire. Oui, l'autodéfense, c'est peut-être le dernier rempart. Dans ces États où l'État ne fait plus son travail et se concentre sur la violence légitime à l'égard des citoyens qu'il respecte. Voilà. Merci beaucoup Bernard Wicht d'être venu jusqu'à Paris pour profiter de ces merveilleuses rues parisiennes vidées grâce à la grève d'ailleurs, il faut bien le dire. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous l'ai dit au début de cette émission, en ce moment YouTube ne nous aime pas, donc n'hésitez pas à partager massivement cette émission, à commenter, d'autant plus que j'essaie de répondre à vos commentaires. Et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air, ça vous prend quelques secondes et ça améliore efficacement le référencement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.